Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CSL Érable, version Canada Soccer, version les équipes nationales du Canada. Il y en a beaucoup à se mettre sous la dent. Aujourd'hui, donc au micro, Adi Raphaël, toujours présent, enfin presque, par la semaine passée. Et aujourd'hui, Daniel Cameron, c'est à son tour de prendre une semaine où il n'est malheureusement pas disponible. Mais je suis rejoint par Alex Rupert. Alex Rupert, que vous connaissez maintenant tous. Alex, comment tu vas, mon ami? Très bien, très bien. Très content que l'action du côté des équipes canadiennes soit de retour. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Fait que... Ben écoute, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Très sérieusement, c'était drôle parce que je ne sais pas si nos auditeurs ils écoutent l'émission radio de Média Maghreb, mais hier j'étais à la radio, puis c'était en plein milieu du match entre Canada et Haïti que j'avais l'émission sportive à la radio. Puis très sincèrement, ceux qui ont regardé ça sur Facebook Live, ils ont dû voir ma tête. Des fois, je mettais mes mains sur ma tête et des fois, je faisais des grimaces. Je sautais. À un moment donné, j'ai crié en plein milieu de l'émission. Mais bon, ils savaient déjà et en fait, je les tenais au courant de ce qui se passe avec le match. Donc, je regardais le match en même temps que l'émission. Mais on va en parler, bien évidemment, de ce match-là. Mais on va commencer par le début. On va commencer par les nouvelles les plus récentes. En premier, je veux vous donner un peu un fun fact, comme on dit ici au Québec, ou pour ceux qui sont un peu plus anglophiles. Je vais vous donner quelque chose qui est quand même très intéressant parce que on va beaucoup parler, tout cet épisode-là, on va parler des sélections masculines, des U23 et de l'équipe nationale senior. Par contre, il y a quelque chose du côté féminin qui est en train de se passer maintenant qui n'est pas commun. C'est la première fois de l'histoire qu'il y aura une Canadienne dans chacune des équipes qui joue les quarts de finale de la Ligue des champions UEFA féminine. C'est la première fois que ça arrive. Donc, je vais vous donner les noms et vous allez voir, ça vaut vraiment la peine et c'est quand même fou de remarquer que c'est le cas. Voilà où on en est le Canada, voilà où on en est. Kadisha Buchanan avec l'Olympique Lyonnais, elle est là, en quart de finale. Ashley Lawrence et Jordan Huitema avec le Paris Saint-Germain, elles sont là aussi, bien évidemment. Janine Becky avec Manchester City, elle est là aussi. Jessie Fleming avec Chelsea, elle est là aussi. Et Stéphanie Labbé avec le club suédois, dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui est là aussi. Pardon? Le Rosengard. Rosengard, exactement. Donc, elle est toujours là avec Rosengard. Donc, c'est quand même assez nice parce que ça prouve qu'il y a de la qualité chez cette équipe canadienne. Puis, on en a parlé plusieurs fois ici sur CSL Érable. On a toujours dit que, il va falloir changer de génération des Sinclair, des Désiré Scott, des Stéphanie Labbé, ainsi de suite. Mais si tu regardes ces 6 joueuses-là, tu en as juste une qui a au-dessus de 30 ans. Et en fait, pour aller encore plus loin, il y en a une qui a au-dessus de 26 ans. Donc, c'est aussi jeune que ça. Entre Buchanan, Lawrence, Huitema, Becky et Fleming, elles sont toutes très, très jeunes encore. Donc, il y a de l'avenir du côté de la sélection, de sélection féminine canadienne, n'est-ce pas, Alex? Ouais, puis imagine si on avait notre propre ligue féminine au Canada. Et un tel scénario, comme tu le dis, c'est la première fois ever. Imagine l'inspiration que ça va apporter à nos jeunes joueuses en ce moment qui évoluent soit du côté universitaire, soit du côté amateur, ou qui évoluent dans nos ligues de Division 3, parce qu'il faut se le rappeler, on a un volet féminin du côté du Québec, de l'Ontario, et même la Colombie-Britannique qui veulent lancer leur Division 3 veulent un volet féminin également. Donc, c'est ce genre de résultats, c'est ce genre de scénario qui aide nos jeunes joueuses à rêver et à vouloir se dépasser pour se joindre à notre équipe. Exactement, et pour performer et pour rejoindre et devenir des joueuses de soccer professionnelles, ce que toutes ces filles-là sont maintenant. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a l'avenir encore en sélection féminine. Passons aux nouveautés. Aujourd'hui même, John Herdman, le sélectionneur national de l'équipe Canada,
a donné sa sélection. Enfin, on l'attendait, ça fait 2 semaines qu'on l'attendait. À chaque fois qu'on avait le podcast, on s'est là, bah, si elle sort, on en parle. Puis à chaque fois, on n'en parlait pas parce qu'elle ne sortait pas. C'est sorti aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire partie de la conférence de presse de John Herdman qui nous a expliqué certaines choses. Mais en premier, je veux avoir ton avis à toi, Alex Rupert. Tes commentaires sur cette sélection. En premier, avant de demander ton avis, je vais aller rapidement juste donner les noms parce que sinon, nos auditeurs, peut-être, ils ne sont pas au courant des noms des sélectionnés. Donc, les 3 gardiens, c'est Borjan de l'Étoile Rouge de Belgrade, Maxime Crépeau et Dane Sinclair, les 2 en MLS. En défense, on a Steven Vittoria qui est là depuis quand même assez longtemps. Il a 34 ans, le défenseur central. On a Kamal Miller du CF Montréal. Joel Waterman aussi du CF Montréal. Et on a quelques jeunes comme Frank Stirring qui aura sa première sélection au cas où ça arrive. Il joue en Eredivisie du côté de Den Bosch. Ricardo Ferreira qui, même si jamais il n'a pas de club présentement, c'est quand même un joueur qui a une grande expérience, qui a 28 ans, qui était proche de la sélection portugaise aussi. Donc, c'est quand même assez intéressant de point de vue. Et pour ce qui est des latéraux, Alistair Johnson, Christian Gutiérrez, Richie Larea et Sam Atekukbe. Et oui, bien évidemment, je suis sûr que vous êtes tous surpris de ne pas avoir entendu le nom de la star numéro 1 de cette équipe nationale canadienne. Alphonso Davies a été listé sur cette liste en tant qu'attaquant, donc en tant qu'ailier. Donc, juste pour vous mettre au courant, il fait partie de la liste. Vous en faites pas, c'est juste qu'il vient plus tard du côté des ailiers. Parlons des milieux de terrain. Atiba Hutchinson qui revient à 38 ans avec l'équipe nationale canadienne. Samuel Piet du CF Montréal. Marc-Anthony Kaye de Los Angeles FC. Jaden Nelson du côté de Toronto FC. David Wotherspoon de St. Johnston du côté de l'Écosse, Steven Eustáquio qui fait une saison de rêve du côté de Passos de Ferreira du côté du Portugal, et Theo Corbeanu à tout juste 18 ans, on en a parlé souvent ici sur CSA l'érable, qui fait partie de l'équipe première au lieu de faire partie de l'équipe des U23. Et en attaque, Kyle Larin qui est là, qui est en train d'enfiler les buts les uns après les autres avec Besiktas, Junior Hoylett du côté de Cardiff City, Luca Calavanini de Vancouver, Alphonso Davies, comme je vous l'ai dit, il est cité ici en attaque, et Liam Miller de Charlton Athletic. Alex Rupert, parle-moi de cette sélection-là. Je veux avoir ton avis. Une sélection très forte. Puis, il faut se le rappeler, la priorité numéro 1 du Canada, c'est la Coupe du monde de 2022. Donc, même si nos adversaires pour cette fenêtre de qualification, c'est les Bermudes et les îles Caïmans, il ne faut pas oublier que le format pour passer à la prochaine ronde, il faut absolument finir au top du groupe. Et quand tu partages un groupe avec le Suriname, qui, eux, ils ont été dans une vague de recrutement aux Pays-Bas et c'est des très bons joueurs qui proviennent d'un très bon système, tu dois non seulement gagner tous tes matchs, mais tu dois être sûr de ne pas te faire battre par le différentiel de but parce qu'il faut s'attendre à ce que le Suriname soit aussi capable de bien battre tous les autres adversaires et on ne veut pas se faire prendre dans un match nul contre le Suriname. Donc, on appelle notre sélection la plus forte. Aussi, c'est un signe qu'on prend pas les Bermudes à la légère parce que je crois que c'était leur première qualification à la Gold Cup en 2019 et ils ont seulement perdu par un seul but contre Haïti et le Costa Rica et ils ont battu le Nicaragua 2-0. Donc, c'est une équipe nationale à vraiment pas prendre à la légère. Fait que ça, c'est plus le contexte de pourquoi je crois que John Herdman a fait appel à une équipe forte. Et aussi, comme tu le mentionnais, on fait passer Alphonso Davies vers l'avant parce que tu veux vraiment causer des dégâts à la défensive adverse. Tu veux enfiler les buts. C'est pas le genre de match contre les pays. Ben, les îles Caïmans n'auront pas vraiment de problème, à mon avis, mais les Bermudes, c'est pas un match que tu veux gagner 2-1 ou 2-0. C'est un match que tu veux gagner par beaucoup de buts. Et aussi, ce que j'ai trouvé un peu décevant, ben, c'est pas que c'est décevant, mais Ricardo Ferreira qui n'a pas de club. C'est pour les fans anglophones qui sont habitués avec les sélections passées, le Unattached FC est de retour. Ou est-ce que dans les sélections passées, on sélectionnait des joueurs qui n'avaient pas de club? Mais je peux comprendre, parce que juste pour parler de Ricardo Ferreira à nos auditeurs,
il a quand même un très bon pedigree parce que même s'il n'a pas été, même s'il n'a pas joué régulièrement avec le Portugal, il a quand même été appelé pour un match amical contre les États-Unis. Alors, si tu peux être appelé par une équipe comme le Portugal, ça veut dire que tu as un énorme potentiel, sauf que là, il va falloir voir à quel point sa blessure grave a affecté son jeu. Mais sinon, j'aime bien l'alignement, c'est fort, c'est très équilibré. On voit où est-ce qu'on est tenté de s'assurer qu'on soit vraiment plus fort que nos adversaires, tout en pouvant donner des armes de taille à la sélection U23, parce que surtout du point de vue défensif et en avant, il y a des joueurs qui auraient pu être dans l'équipe senior et vice-versa. Mais dans l'ensemble, c'est un alignement très équilibré. Euh, axé sur l'offensive, la victoire. On prend vraiment cette fenêtre au sérieux. Ouais, ça a l'air qu'on prend ça, qu'on prend cette fenêtre au sérieux. En fait, John Herdman l'avait dit sur One Soccer il y a quelques semaines de ça, en disant que la priorité, c'est l'équipe nationale A. Ce n'est pas les Jeux Olympiques comme ce que beaucoup de monde pense. C'est vraiment l'équipe nationale A. Il a aussi parlé, John Herdman, lors de sa conférence de presse aujourd'hui, il a parlé de l'absence de Jonathan David. Bon, je veux juste vous parler. Oui, c'est vrai que la Ligue 1 et la Ligue 2 avaient interdit à toute nationalité hors européenne de voyager avec leurs équipes nationales. Par contre, il y a eu une dérogation après coup. D'après John Herdman, même la dérogation, malgré tout, c'était compliqué pour Jonathan David parce que malgré la dérogation, la France exigeait à ce que Jonathan David fasse une quarantaine de 7 jours en France au lieu de 5 jours comme ce que la FIFA avait réussi à avoir comme dérogation. Donc, ça a un peu compliqué un peu sa venue, Jonathan David, avec le groupe. Donc, ça, c'est une des raisons par rapport à ça. La deuxième raison pour voir des joueurs comme Ricardo Ferreira ou même en défense centrale, si tu regardes un peu la défense centrale, Alex, tu as Kamal Miller, tu as Ricardo Ferreira, Frank Stirring et Joel Waterman. Dans ces 4 joueurs-là, tu en as 3 qui n'ont aucune sélection et tu as juste Kamal Miller qui en a 5 seulement. Donc, vraiment pas de vétéran du côté de la défense centrale. Bon, tous ceux qui nous écoutent savent que c'est un peu le talon d'Achille de cette sélection-là. Donc, vous allez me dire, ouais, bah, tant mieux qu'il n'y en ait pas qui ont joué auparavant. Par contre, John Herdman a dit très souvent qu'il a essayé de contacter d'autres personnes, dont Donald Henry, qui est encore blessé. Donc, Donald Henry n'est pas, même s'il est parti en Corée du Sud, il n'est pas complètement ignoré par cette équipe nationale-là. Il a parlé aussi de Scott Kennedy, mais il a dit aussi que ce n'était pas possible pour lui de venir. Bref, il a parlé de beaucoup de joueurs qui auraient pu venir. Moi, ça m'a surpris de voir cette sélection, surtout du côté de la défense. Ça m'a beaucoup surpris, Alex, et on va parler un peu de ta surprise à toi. Pour moi, la surprise numéro 1, c'est drôle parce que tu en parlais toi-même dans un des podcasts précédents sur CSL Érable, de Frank Stirring. Frank Stirring, on ne le connaît pas du tout. On est Canadien, très sincèrement, je ne vais pas commencer à inventer des choses que je ne sais pas. Je n'ai jamais vu FC Den Bosch jouer en Air Division. Je pense que très peu de personnes l'ont fait, seulement toi, Alex, qui est un peu fou de l'équipe nationale. Mais sinon, le reste, Joel Waterman, il joue presque pas avec le CF Montréal. Il a joué quelques matchs l'année passée. C'est quand même surprenant de le voir. Et il a parlé de Joel Waterman et de Frank Stirring. En fait, c'était une de mes questions. Il avait dit la logique derrière tout ça est très simple. Premièrement, Joel Waterman, c'est quelqu'un qui va très bien avec le groupe. Il a dit c'est un gars tellement cool et qui rentre tellement dans le groupe en tant que tel sans faire de chichi. Donc, en d'autres termes, il était en train de nous dire il ne va pas avoir de minutes ou très peu, mais il est là pour au cas où on a besoin de lui et pour rester dans le groupe et pour commencer à apprendre à évoluer à ce niveau-là. Et c'est ça, il a même dit, le but, c'est que c'est un gars qui vient de U-Sport, hein, on oublie ça, hein, il est arrivé du côté universitaire au Canada, en CanPL en 2019, il est passé par CF Montréal, donc en 2-3 ans, il est passé d'un jeune universitaire à quelqu'un appelé en équipe nationale canadienne. Il a dit c'est impossible, c'est fantastique son histoire. Puis maintenant, on veut qu'il apprenne à évoluer avec des gens. Il a nommé des joueurs. Il a dit je veux qu'il apprenne à évoluer avec des Marc-Anthony Kaye, des Samuel Piette, des Junior Hoylett, des Lucas Cavallini et des Alfonso Davies. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là. Sinon, Frank Stirring, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit écoute,
de tous les défenseurs centraux qui sont là, il n'y a aucun des trois autres qui a eu des minutes dernièrement et qui a évolué à un niveau, même à l'entraînement, à un niveau assez élevé. Frank Sterling, c'est le seul. Il a dit, même si jamais il joue pas beaucoup, quand il joue, au moins il a des minutes. Et d'un autre côté, il est en pleine saison, donc ça veut dire que physiquement, il est au top. Et il a dit, il va jouer un rôle dans ces deux matchs-là. Moi, je trouve ça quand même intéressant. J'ai comme l'impression que indirectement, Alex, il a dit que Frank Sterling serait un peu titulaire. Pour moi, ça, c'est la grosse surprise. Frank Sterling, titulaire devant un Kamal Winner, Ricardo Ferreira ou un Joel Waterman, un des trois, je trouve ça quand même assez ballsy, assez courageux de la part de John Herdman. Est-ce que pour toi, c'est surprenant d'écouter ça de la part du sélectionneur national? Non, pas du tout, parce que, tu sais, justement, la forme va faire toute une grosse différence. Steven Vittoria aussi, qui est au milieu d'une saison, oui, de sa saison au Portugal, puis malgré, il vient juste de se remettre d'une blessure. Victoria, my God, lui, il sait prendre des pénaltys, puis deux, sur les coups arrêtés, le gars, c'est comme ça qu'il enfile les buts. Il représente une dimension qui manquait cruellement au Canada, pas être capable de marquer sur les coups arrêtés. Mais très peu de sélections, hein? Juste 14 sélections avec le Canada, c'est pas beaucoup. Il a 34 ans quand même. Je l'avais oublié lors quand j'ai présenté les défenseurs centraux. C'est quand même la valeur sûre, comme tu dis. Mais après, est-ce que tu penses que ça va être une charnière Sterling-Vittoria? Non, parce que Victoria, dans le fond, c'est comme si sa carrière avait connu un deuxième souffle quand il s'est joint à Moreirense au Portugal. Il jouait beaucoup mieux qu'avant. Puis on l'a vu quand il a joué contre les États-Unis, il était solide, bien positionné, une présence physique, tout bien à sa place. Même s'il n'est pas très rapide, mais c'est un joueur extrêmement expérimenté, intelligent et qui joue. Si tu lui donnes un partenaire qui peut le compléter, comme dans le cas c'était Cornelius avant, ça marche bien. Si tu lui donnes un partenaire qui ne peut pas bien le compléter, mais c'est la débandade, puis on l'a vu quand il était jumelé à Donnell Henry, c'était fini, là. Fait que moi, je pense qu'il peut apprendre beaucoup à Frank Sturridge, quand même un bon pedigree qui vient du système des Pays-Bas, qui joue en deuxième division, qui a eu beaucoup de minutes en 2020, même s'il ne joue pas beaucoup en 2021, mais il s'entraîne avec le premier club, puis il est en pleine forme physique, puis je pense qu'il peut apprendre beaucoup de Vittoria et même Ferreira, parce que Ferreira, c'est l'expérience, il en a vu d'autres, il était à un très haut niveau, il a même été appelé en sélection portugaise dans un match amical, mais c'est sa blessure qui l'ennuie. Fait que là, tu vois une opportunité de former in-house quelqu'un qui a un bon pedigree et de l'intégrer dans ton alignement. Et ça va créer une certaine profondeur qui manque cruellement au niveau senior. Pour ce qui est de Miller et Waterman, on est hors saison, la forme n'est pas là. Je ne veux pas dire qu'ils ne s'entraînent pas fort, mais... Ah oui, ils s'entraînent fort. Je les ai vus à l'entraînement, puis je peux te dire, ça brassait. Après, Waterman a reçu un ou deux coups durant l'entraînement. Mais comme j'ai dit, je doute très fort que Waterman ait des minutes. Par contre, Kamal Miller, il était impressionnant lors du camp d'entraînement que je suis avec le CF. Puis c'est ce que je voulais voir aussi parce que l'alignement des Bermudes n'est pas sorti. Puis c'est difficile à voir parce que c'est basé sur l'ancien alignement. Bon, ben, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont avoir les mêmes problèmes avec la forme physique. Donc, si on peut mettre un alignement où est-ce que tu as beaucoup de joueurs européens qui sont en pleine forme physique, tu peux facilement venir à bout des Bermudes. Et je pense que John Herdman, il a compris que c'est le genre d'avantage qu'il peut exploiter. Puis pour les îles Caïmans, mais là, tu peux faire une rotation, donner des minutes à d'autres joueurs, puis tu sais que tu n'es pas en danger. Puis si... J'espère que tu n'es pas en danger contre les îles Caïmans, sinon on a un problème, là. Exactement. Puis en plus, ça va te donner la chance de vraiment avoir, de compléter l'adhésion de Theo Corbeanu dans notre alignement parce qu'il était éligible pour la Roumanie. Il ne faut pas l'oublier. Fait qu'on était chanceux. Même chose pour Sturridge qui était éligible pour les Pays-Bas. Mais oui, il était même en sélection espoir des Pays-Bas aussi. Hein? Donc, intéressant. Mais donc, ta surprise à toi, c'est qui dans cette sélection? Ah oui, Ferreira, deux. Premièrement, moi aussi, c'est vraiment du côté défenseur central. Parce que Mandrakar James, maintenant, il est en prêt à Lamia en Grèce, en première division grecque. Il a joué quelques matchs. Je l'ai suivi un peu ses performances. Disons que c'est
pas très fameux. Puis oui, il a mérité du temps de jeu, mais il est très souvent sur le banc. On le fait sortir du banc. Mais, tu sais, comparé avec le bassin qu'on a en ce moment, tu sais, premièrement, James, il est en pleine saison. Puis, il avait été dominant avec son club Midtjylland. Je pense que c'est au Ouais, Danemark. Midtjylland au Danemark. Oui, puis il avait aidé à complètement shut down Atalanta en Ligue des Champions. Puis même son club avait tweeté une photo de lui pour dire This is our guy. Tu sais, il a arrêté Atalanta complètement. Euh, fait que oui, James, c'est pas fameux en Grèce, mais comparé à Ferreira qui joue pas, puis Stirling, James a l'expérience, il a la vitesse, il est grand, il est un petit peu trop agressif dans ses challenges, ce qui peut nous mettre dans le trouble, mais c'est une surprise. Puis l'autre surprise, c'est Waterman, parce que, tu sais, oui, on a des blessés, puis c'est sûr que, tu sais, il y a d'autres joueurs dans le depth chart, dans la liste de profondeur, qui auraient facilement passé devant Waterman, mais pour l'avoir vu à Cavalry, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas pensé à Dominique Zator, parce que les deux ont joué ensemble, puis, tu sais, quand je les compare, Ouais. pour moi, Zator, c'est un meilleur défenseur, puis il est versatile. Zator peut jouer à droite, il peut jouer au milieu. Puis maintenant, Zator est en prêt dans un club suédois en deuxième division, puis il a déjà du temps de jeu. Je trouve ça un peu surprenant qu'on a préféré Waterman en plein qui est hors saison par-dessus Zator. Ça me surprend. Je vais te poser une question, Alex. Je vais avoir ton avis, toi, sincèrement, parce que moi, j'y ai pensé pendant longtemps. Puis, tu sais que quand tu participes à un tournoi, et on sait que John Herdman se prépare comme s'il allait se qualifier à la Coupe du Monde, parce que c'est comme ça que tu dois te préparer, bien évidemment. Est-ce que dans sa tête, à John Herdman, vu que tu as d'habitude 23 joueurs que tu prends avec toi en Coupe du Monde au cas où ils se qualifient, ou même en Gold Cup, hein, on a la Gold Cup cette année, est-ce que tu penses, vu que tu as juste 23 joueurs, que tu vas avoir des joueurs qu'on appelle un peu les couteaux suisses qui peuvent jouer à plusieurs positions? Et quelqu'un comme Joel Waterman, il peut jouer à 3 positions déjà. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central, il peut jouer milieu défensif. Est-ce que tu penses que c'est dans cette optique-là que c'est un joueur quand même assez intéressant pour le prendre dans des tournois, tandis que Zator, il va jouer en défense centrale. Oui, il est capable de jouer en tant que latéral droit, mais quand même assez compliqué. Il est quand même assez costaud pour jouer là. Est-ce que tu penses que ça a joué dans la balance, ce côté-là, un peu le côté versatilité du côté de Joel Waterman dans la sélection de John Herdman? C'est sûr, parce qu'à long terme, tu profites de la première ronde et des deux premières rondes pour donner du temps de jeu à ces joueurs-là. Ouais, Parce que dans la tête de Herdman, le endgame, le but ultime, ouais, c'est de te présenter à l'octagonal quand tu vas devoir jouer contre des gros clubs. ouais. Et là, tu n'arrives pas avec des joueurs qui sont un peu, comme on dit, green, qui sont un peu, qui manquent Bleu, d'expérience. on les appelle bleus. Green en anglais, bleu en français. Mais c'est Ouais. vrai, c'est vraiment des bleus. Fait que, tu sais, si tu peux intégrer Waterman maintenant, puis le mettre dans le paysage de l'équipe, puis de l'essayer contre les pays, je veux dire, les îles Caïmans, mais au moins tu l'as dans ton cheminement pour qu'il arrive dans l'octagonal prêt. Ouais. Tu as tes meilleurs défenseurs, tu as tes meilleurs joueurs à la meilleure position. Mais ce qui faisait mal au Canada dans le passé, c'est que souvent, le Canada se débrouillait pas c'était pas trop mal, mais à la minute que tu allais sur le banc, puis tu faisais des substitutions, là, la qualité commençait à tomber. Ouais. De, Mais de là, façon- mais là, on n'a plus ce problème-là. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que tu essaies de dire. Mais passons un peu au milieu de terrain, parce qu'on a parlé un peu, je pense, longtemps de la défense. Passons un peu au milieu de terrain. Tu as quand même des joueurs. Déjà, le retour d'Atiba Hutchinson en sélection nationale, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je vais donner un peu ce que moi j'ai entendu en conférence de presse, parce qu'on lui a posé la question, il a dit que ça faisait à peu près 2 ans qu'on ne le voyait pas en équipe nationale. C'est quoi qui se passe? Il a dit, écoute, moi, à chaque fois qu'il y a un rassemblement de l'équipe nationale, j'appelle Atiba Hutchinson pour voir comment il se sent. Parce que, bien évidemment, avec son âge, il a besoin de récupération et la plupart du temps, il ne se sent pas prêt à venir. Soit lui, il juge qu'il ne se sent pas prêt, soit en discutant tous les deux, moi, je juge qu'il n'est pas prêt déjà à revenir avec l'équipe nationale. Puis cette fois-ci, il était prêt. Et il est tellement en feu avec Beşiktaş. On a parlé de Kyle Larin aussi, qui est en feu à Beşiktaş au même club. Mais Atiba Hutchinson, il est encore en feu à 38 ans. On dirait qu'il a 22 ans encore. Donc, bref, c'est vraiment drôle de ce point de vue-là. Herdman a dit qu'il est toujours dans ses plans, Atiba Hutchinson. Et il a dit autre chose aussi d'assez intéressant, c'est que si jamais Atiba Hutchinson, c'est pas pour le mettre sur le banc.
Et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'à 38 ans, on est presque sûr que John Herdman est en train de dire Atiba sera titulaire. Il a parlé aussi de Samuel Piette. On lui a posé la question. En fait, c'est un de nos collègues, Gavino De Falco, que je salue, qui a posé la question à John Herdman et qui a dit Samuel Piette, est-ce qu'on a vu Thierry Henry l'essayer en tant que milieu relayeur? Est-ce que tu vas le voir en tant que milieu relayeur ou est-ce que tu vas le plus lui donner de nouveau son rôle de numéro 6, de milieu défensif, purement défensif? Puis la réponse de Herdman était très directe en disant écoutez, là où il est le meilleur, Samuel Piette, c'est la job de destructeur, de récupérateur et pour mettre en confiance ses adversaires, ses coéquipiers, pardon. Il a dit que Samuel Piette, pour lui, est un des meilleurs milieux défensifs de la zone CONCACAF. Il n'a même pas parlé de la MLS, la zone CONCACAF au complet. Pour lui, quelqu'un qui fait le travail défensif comme lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre aussi bon que lui du côté de la zone CONCACAF. Donc, pour ceux qui pensent que Samuel Piette ne sera plus sélectionné, toi, je pense, Alex Rupert, à un moment donné, ça a l'air que John Herdman n'est pas d'accord avec toi. Donc, un petit mot sur Hutchinson et Piette, et après, tu peux lancer, si tu veux, 2-3 mots sur Kay, Wotherspoon ou Eustáquio. On en a parlé brièvement, mais si tu veux en parler un peu plus, vas-y. On est choyé du côté de du milieu défensif, car Piette, je le suis depuis longtemps, puis surtout avec les voyageurs. Piette, on le suivait depuis qu'il était en Espagne en division, je pense qu'il était en division 3 avec Ibiza ou Izara. Izara. Moi, puis j'en parlais souvent avec d'autres fans et même mon père qui suit ça, il aurait dû rester en Europe. Piette a le talent. Je comprends pourquoi il est venu en MLS, I get it. Puis à l'époque, quand Montréal l'a signé, il avait des offres sur la table en Liga 2, en deuxième division espagnole et ailleurs en Europe. Piette, le talent est là. J'ai toujours trouvé qu'il était excellent. Là où est-ce que moi, j'avais tendance à dire qu'il ne serait pas partant ou peut-être même pas sélectionné, c'est parce que tu as Hutchison. Hutchison, c'est... Moi, je l'appelle Benjamin Button. Ou on va l'appeler Shiraz ou Cabernet Sauvignon parce qu'avec l'âge, my God, ce gars-là. Tu sais, j'ai vu quelques matchs avec lui, même en Ligue des Champions, même en Europa, tu vois pas qu'il a 38 ans. Ouais. Mais tout. Puis je pense qu'il y avait même quelqu'un qui disait, si tu regardes la carte, le heat map, où est-ce que tu vois le positionnement du joueur à travers le match, le gars, il se téléporte. He's everywhere. Puis, il est partout. Vraiment, il est partout sur le terrain. C'est très vrai. Ouais, puis son nickname, c'est la pieuvre. Ouais. Parce que, il a des tentacules partout, là. Partout. Il fait tout. Il est partout. Il compte des buts. Ce gars-là, c'est un vrai couteau suisse. Il est incroyable. Puis, l'émergence de Stephen Eustáquio qui peut tout faire au milieu aussi. Quelle saison il dispute. C'est fou, hein. C'est malade. Puis, tu sais, Piette, pour moi, c'est le genre de joueur, tu es en avance. Tu mènes un match 2-3-0. Tu fermes le jeu avec Piette. You shut it down. Moi, je pense que Piette a sa place. C'est vrai que c'est un des meilleurs. Puis moi, je vais toujours le dire. C'est un des meilleurs. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec le monde qui dit il n'a pas sa place sur l'équipe. Moi, je dis il devrait aller en Europe. Parce que je crois que même Rémi Garde, il l'avait dit avant de partir. Et qu'il a sa place en Europe. Il a sa place en Europe. Le potentiel est là, puis il est jeune. Le monde oublie, il y a quoi? Il y a 25 ans? Il a 26 ans maintenant. 26 ans? Piette, ouais. Ouais. Puis sinon, pour les autres, au milieu, pour les autres... Wotherspoon, et Marc-Anthony Kay aussi, excellent joueur. Il est drôle parce que je regarde beaucoup les prévisions pour les alignements, puis tout le monde met Kay, puis je suis comme, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard, Alex. Dévance pas le programme. Kay, bien sûr, mais Kay, il a prouvé qu'il est très bon en MLS. Il l'a prouvé même en Ligue des Champions. Il a sa place. Quoique des fois, il est capable du meilleur comme du pire. Des fois, il a des matchs très ordinaires. Mais Wotherspoon à Saint Johnstone en Écosse, c'est un exemple de constance. Lui, il est très, très fiable. Il joue de la même façon avec Wotherspoon. Tu sais exactement à quoi t'attendre. Il a même été l'homme du match dans les matchs contre des grosses équipes. Il a joué contre Rangers, il a joué contre Celtic. Ouais. Son équipe vient juste de gagner la League Cup en Écosse. Wotherspoon, il a une excellente saison, puis il est en pleine forme, en pleine saison en Écosse. Moi, je pense qu'on est vraiment choyé au milieu de terrain.
Ouais, effectivement, on est très, très choyé avec tous ces joueurs-là. Pour te dire franchement, on va revenir sur le 11, mais de la façon dont tu as parlé, John Herdman, on a l'impression que Samuel Piette est là pour être dans le 11 titulaire, mais on en parlera plus tard. En tout cas, il était, pour lui, il n'y a pas de doute, il est là pour jouer. Donc voilà. Passons avec le reste. Bon, il y a des milieux un peu plus offensifs. On va passer rapidement parce que sinon, on va rester tout le podcast sur cette sélection-là. Jaden Nelson, Theo Corbeanu, qui sont les milieux un peu plus offensifs, qui vont être très offensifs plutôt. Après, tu as Junior Hoylett qui va jouer un peu sur l'aile. Alphonso Davies qui va jouer aussi, bien évidemment, sur l'aile, même si John Herdman a laissé planer le doute en disant, écoute, il va jouer là où je lui demande de jouer. Par contre, il a dit que Alphonso Davies a dit lui-même et il a déclaré, il lui a même dit à John Herdman que lui, il veut s'établir avec le Canada dans des postes offensifs, qu'il ne veut pas jouer, qu'il préfère, il n'a pas dit il ne veut pas, il a dit je préfère m'établir dans un poste offensif avec le Canada et non pas jouer en tant que latéral gauche. C'est quand même très intéressant et très sincèrement, pour ceux qui nous écoutent ici sur CSA l'érable, je le réclame depuis tout le temps que pour moi, Alphonso Davies avec le Canada doit jouer devant. Pour moi, ce n'est pas un latéral gauche avec l'équipe Canada. Donc, voilà pour ça. Et en pointe, on avait Kyle Larin et Luca Cavallini. Aussi, il a encore dit, John Herdman, il a dit, j'ai très peu de temps de préparation par rapport à Kyle Larin. Je ne vais pas pouvoir le faire jouer en pointe parce que même à Beşiktaş, il ne joue pas en pointe. Donc, j'aimerais le faire jouer dans un poste qu'il connaît déjà parce que je ne peux pas lui apprendre un autre poste. Donc, pour moi, c'est quand même intéressant de le mettre dans un poste où il performe parce que pour les gens qui ne savent pas, Kyle Larin, cette année en Super League, en Turquie, c'est un joueur qui a marqué, je vais aller voir, mais au-dessus d'une dizaine de buts déjà en moins de 20 matchs. Il marque presque à chaque but, à chaque match, pardon. C'est tout un joueur. Il est en train d'avoir une saison extraordinaire. Parle-moi du reste de cette sélection, toi, mon ami Alex Rupert, tous ces joueurs-là dont j'ai mentionné, donc je les répète, Nelson, Corbeanu, Larin, Hoylett, Cavallini, Davies et Liam Miller, dont je n'ai pas parlé longuement, mais voilà les joueurs offensifs. Ouais, mais on va commencer avec Alphonso Davies parce que faut pas oublier qu'Alphonso Davies, il y avait un gros doute sur s'il allait venir à cause, on ne sait pas ce que Bayern allait dire, mais faut le faire. Il a pris un carton rouge juste pour s'assurer d'être là. Non. Herdman a dit que le carton rouge n'avait rien à voir et il a dit que bravo à Alphonso Davies, il a dit qu'il est parti dans plusieurs régions d'Allemagne pour se faire accepter, pour qu'on accepte. Il n'est pas juste passé à un seul endroit, il a dû se déplacer aux alentours de l'Allemagne pour avoir la dérogation pour pouvoir venir se rejoindre à l'équipe Canada. Donc, c'est quand même assez intéressant. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Ouais, je plaisantais, mais je trouvais ça drôle parce que ça planait beaucoup sur les réseaux, les médias. Sociaux. Les réseaux sociaux. Ouais. Merci. Moi, je pense que Alphonso Davies, il est là pour être en avant, pour assommer l'adversaire ou les épuiser. Il est en pleine forme, il est étincelant en Ligue, en Bundesliga. Je pense que j'ai un peu pitié de la défensive des Bermudes. Quoique, je vois un scénario où est-ce que c'est possible, où est-ce qu'on pourrait faire jouer Davis comme latéral gauche, mais ce serait contre les îles Caïmans, parce que c'est vraiment, là, ce serait une équipe que tu voudrais gagner presque 10 ou 12-0. Alors, tu veux vraiment aiguiser les couteaux. Sinon, Junior Hoylett, il n'a pas joué, il vient juste de se remettre d'une blessure, puis il est sur le banc à Cardiff City je veux dire, dans les Pays de Galles, en Championship. Theo Corbeanu, il est très prometteur. Liam Miller, qui est en prêt à Charlton Athletic en League One, 3e division anglaise. Il a un impact, un très gros impact. Il prouve qu'au moins, il est capable de performer à ce niveau-là. Il est capable d'être dominant en League One. Pour moi, Liam Miller, il a prouvé, moi, je pense que c'est un joueur de championship, donc c'est un très bon calibre à avoir dans notre alignement. Sinon, comme tu l'as dit, Kyle Larin, tu dois le faire jouer à droite, tu dois le faire jouer à la position où est-ce que il en fait voir de toutes les couleurs à tout le monde, non seulement en Turquie. Et j'avais même partagé un tweet où est-ce que tu avais un fan qui a appelé sa petite fille Larin. Alors, avant, tout le monde voulait s'en débarrasser. Maintenant, tout le monde le veut.
Tout le monde le veut, mais Juste pour mentionner, parce que j'ai dit un peu plus que le début, en fait, en 28 matchs en Super League du côté de la Turquie, Kyle Larin a marqué 14 buts, 4 passes décisives en 28 matchs. Donc, sur 28 matchs, il a été décisif 18 fois. Donc, si tu additionnes les deux ensemble, c'est quand même énormissime, sans oublier qu'il a joué aussi, je pense, en coupe et il a marqué 3 buts en 4 matchs en coupe turque et en Ligue des champions en qualification, un seul match, un seul but. En Europa League, il a joué juste un seul match et il n'a pas marqué. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts pour Kyle Larin avec Beşiktaş. si tu veux voir en plus, qui d'autre qui est impressionné par lui? West Ham United, Bah oui, bah on a oui. dit en EPL, en Première Ligue anglaise, qui aurait soumis une offre pour Kyle Larin, mais Beşiktaş qui aurait refusé parce qu'ils sont en pleine course pour gagner le championnat turc. Je pense qu'ils Ouais. sont 1 ou 2 points en avance seulement. Alors, tu ne peux pas te permettre de perdre ton meilleur buteur parce que à chaque fois que, parce que tout le monde l'a vu, à chaque fois que Larin il a le ballon, c'est ce qui se passe. So, alors, c'est incroyable. Larin, comme je disais, on est vraiment bâti pour enfiler les buts, puis c'est ça qu'il faut pour sortir de la première ronde. Exactement. Et pour un peu ajouter à ce que tu as dit, donc Beşiktaş est premier à 64 points, suivi par Galatasaray qui est deuxième avec 61 points. Beşiktaş a un match de moins de jouer en plus. Donc, bref, on est sur la bonne route pour gagner un championnat turc. Et je pense que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné, mais je ne suis pas un expert de championnat turc, mais je pense que ça faisait longtemps aussi qu'ils n'avaient pas gagné. Donc, voilà pour cette sélection nationale canadienne. Bon, on va s'amuser un peu, toi et moi, Alex, mais on va y aller quand même assez rapidement. On va faire le 11 de départ, ton 11 de départ à toi. On ne va pas faire le 11 de départ qu'on pense que Hurtman va choisir. On va faire le 11 de départ que toi, tu voudrais avoir sur le terrain. Et moi, je vais donner aussi le mien que moi, je voudrais avoir sur le terrain. Donc, je te laisse y aller. Pour absolument Écraser écraser les Bermudes, les parce que Bermudes. c'est l'équipe à battre pendant cette fenêtre. Dans les buts, Milan Borjan. Ensuite, joue à 4 défenseurs. À gauche, Sam Adekugbe. À la défense centrale, j'irai avec Frank Sturridge, jumelé à Steven Vittoria. Et latéral droit, j'irai avec Alistair Johnston. Donc, on n'a pas beaucoup touché, mais wow, tout un joueur. Ensuite, au milieu, David Witherspoon avec Atiba Hutchison et Stephen Eustachio. Et ensuite, en avant, Alphonso Davis, Luca Cavallini au milieu et à droite, Kyle Larin. Wow. OK, OK. Ben écoute, moi, je changerais complètement, en fait, la formation. J'irais avec 3 défenseurs centraux et puis j'irais avec Steven Vittoria, Milan Borjan dans les buts, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais j'irais avec Steven Vittoria pour l'expérience, Kamal Miller en tant que le défenseur central gauche. Et de l'autre côté, je pense que ce serait Frank Sturridge, même si je ne le connais pas. Donc, ce serait la défense centrale. Pour ce qui est des milieux et bien évidemment aussi on va dire des latéraux très offensifs, des wingbacks comme on les appelle, je mettrai du côté gauche, je mettrai là Alphonso Davies parce qu'il pourra être extrêmement offensif face à une équipe qui est supposée être inférieure. Au milieu de terrain, on aura 2 milieux. On aura Atiba Hutchinson et Samuel Piette. Hutchinson parce qu'il va être extrêmement offensif et Samuel Piette sera le destructeur, le récupérateur derrière. Et à droite, je vais un peu surprendre, mais j'ai comme l'impression qu'on va voir un joueur comme Theo Corbeanu jouer à droite. C'est quelqu'un qui, ouais, ce ne sera pas défensif du tout. Il n'aura pas du tout de responsabilité défensive, mais ce sera quelqu'un, je pense, qui va pouvoir utiliser sa vitesse. John Herdman a eu de très bons mots par rapport à Theo Corbeanu, qui a juste 18 ans. Il a même dit qu'il le comparait à Cristiano Ronaldo. Donc, juste pour vous mettre au courant, là, rien de moins que Cristiano Ronaldo. Donc, voilà. Donc, on serait dans un 3-4. J'aurais un milieu offensif qui serait un peu le joueur qui va un peu coordonner un peu le tout. Et pour moi, ce serait Junior Hoilett,
qui va prendre ce rôle-là, qui va être un peu derrière deux attaquants. Et les deux attaquants, ce seraient Cavallini et Kyle Larin devant. Larin qui serait un peu, qui tournerait un peu autour de Cavallini. Moi, je m'attends à ce genre de formation du côté de l'équipe Canada. Mais ça, c'est moi, ma formation à moi. C'est pas la formation de John Herdman. On n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Mais on a hâte de voir les décisions de John Herdman. Passons à la prochaine compétition, et je pense que c'est la compétition qui fait couler le plus d'encre parce qu'elle est déjà en cours. Ben, le Canada a des U23 en qualification des Jeux olympiques de Tokyo 2021. On vous rappelle un peu le format rapidement. C'est deux groupes. Dans ces deux groupes, il y a 4 équipes chacune. Chacune vont jouer l'une contre l'autre. À la fin, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. Elle joue entre, donc le premier du groupe A joue contre le deuxième du groupe B, le deuxième du groupe A joue contre le premier du groupe B, et les 2 finalistes se qualifient pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Le Canada se retrouve dans un groupe avec le Honduras, le Salvador et Haïti. On s'entend que dans ce groupe-là, on a 2 équipes contre qui on a beaucoup de mal historiquement. En premier, Honduras, et on ne va pas vous rappeler pourquoi, parce que vous devez suivre un peu ce qui se passe du côté canadien. Et très sincèrement, ça ne va pas ressortir de ma bouche parce que ça fait trop mal. Et le deuxième, c'est Haïti. Et aussi, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, parce qu'Haïti, Haïti nous a battus un peu partout dans les dernières années, dans toutes les compétitions possibles et imaginables. Et ceux qui avaient suivi la CONCACAF League cette année avec nous, avec Forge FC, Forge FC a été éliminé par une équipe haïtienne, Arcae. Donc, bref, beaucoup d'histoires récentes avec cette équipe haïtienne. Donc, premier match, il s'est déroulé. Canada a battu le Salvador sur le score de 2-0. On va vous donner, je vais te laisser, Alex, donner le 11 de départ et te donner une impression générale de ce match-là. On ne va pas trop rentrer en détail dans ce match. On va plus se concentrer sur le deuxième parce que ce match-là, ça fait quand même quelques jours déjà. Donc, on va juste en parler en gros, juste point de vue du 11 de départ et ce qu'on a pensé de manière générale dans ce match. Oui, sur le 11 de départ, dans les buts, on avait James Pantemis du CF Montréal. À la défense centrale, on avait Derek Cornelius de Vancouver, Caleb Montgomery du Minnesota United, Marcus Godinho, ton favori comme latéral gauche de son club, je ne sais pas si tu es capable de le prononcer, mais... Zwickau. Ouais, troisième division allemande. À droite, on avait Zachary Broguillard du CF Montréal. Milieu défensif, on a Michael Baldissimo des Whitecaps de Vancouver. On a ensuite à la défense, pas à la défense, mais je veux dire comme milieu, Patrick Metcalf des Whitecaps de Vancouver. Aiden Daniels, lui, il est de la USL. Oklahoma City Energy FC. Ensuite, à gauche, en avant, on avait Jean-Yves Balotabla. Tout le monde attendait son retour sur la compétition internationale, en compétition internationale avec impatience. À droite, on a Tajon Buchanan du New England Revolution. Et en avant, on avait Charles Andreas Briem du Royal Excel Mouscron. Oui, Moucron, du côté de la Belgique, effectivement. Écoute, t'as pensé quoi de ce 11 déjà et du match en tant que tel? On sait qu'il y a eu une grosse blessure de Callum Montgomery qui est sorti, qui a été remplacé par David Norman Jr., qui est d'habitude un milieu qui s'est retrouvé en défense centrale et qui a quand même bien fait. Godinho, il faut l'avouer, il n'a pas été si mauvais dans ce match-là, même s'il jouait en latéral gauche et que lui, c'est un latéral droit. Je trouvais ça un peu bizarre que ce ne soit pas Zoran Basson et que ce soit plutôt lui qui a été préféré à gauche. Mais tu as pensé quoi de ce match-là déjà? Victoire de 2-0, 2 buts magnifiques de la part de Tajon Buchanan. Sur le premier but, une passe décisive de la part de Balotabla. Bon, on peut l'appeler passe décisive. En fait, c'est passe décisive du non passe décisive parce qu'il n'a pas fait grand-chose avant de lui donner le ballon. C'est Tajon qui a fait à peu près tout le travail pour marquer le premier but. Et le deuxième but aussi, une reprise de demi-volée du haut de la surface qui a été quand même aussi magnifique. T'as pensé quoi de ce match-là? Est-ce que pour toi, c'était le show Tajon Buchanan ou est-ce que tu penses que le Canada a très bien joué collectivement? Tajon Buchanan, il avait beaucoup de raisons d'être inspiré car quelqu'un lui a soufflé à l'oreille qu'il
Il y a des recruteurs d'Europe qui regardent le match juste pour lui. Alors, je pense que ça fait monter d'un cran sa motivation, mais juste pour... I'm just kidding. C'est juste pour plaisanter, dans le fond, mais non, c'est collectivement, le Canada a bien joué. On voit aussi que le choix de Gaudinho s'explique parce qu'il est en pleine saison, il est en pleine forme en mi-saison, donc ça faisait du sens de le faire, de l'essayer. Puis je pense que il a quand même beaucoup à prouver, il a beaucoup de talent, puis pour être juste avec lui, si tu le mets dans une bonne situation, dans une situation où est-ce qu'il a une capacité de réussir, il va le faire, il va faire le travail. Mais d'un point de vue collectif, ils ont très bien joué. J'ai trouvé le Canada qui est excellent sur le jeu de transition, surtout sur la contre-attaque. Ils se sont servis avec beaucoup d'intelligence et d'efficacité leur vitesse. J'ai beaucoup aimé le pressing, la pression exercée sur la défensive salvadorienne. J'ai trouvé que Buchanan mettait beaucoup de pression. Brim tentait de le faire aussi. Tabla, bon, ben, Tabla, il est très, très énergique, très impliqué. Il apportait beaucoup, une dimension intéressante. Je trouve que la construction du jeu de l'arrière vers l'avant pourrait s'améliorer. Mais si on reste juste du point de vue défensif, j'ai trouvé Cornelius et Montgomery vraiment solides. Quelque chose qu'on n'est vraiment pas habitué de voir car dans l'équipe senior, on a toujours des doutes là-dessus, pendant que pour les U23, aucune inquiétude. Et Baldissimo, my gosh, que dire de ce gars-là? Quel match. C'est fou. Quelle vision de jeu incroyable. Il était capable de trouver ses coéquipiers dès qu'il y avait de l'espace. Il était capable de briser les lignes adverses. C'était incroyable. Puis on a vu on a bénéficié de la chimie entre lui et Metcalf, son coéquipier de Vancouver. Donc, les deux formaient un excellent duo. Aussi, Baldissimo, c'est comme, il fait tout. Ouais, il fait tout. Il fait tout. Littéralement, il faisait tout, là. Puis même défensivement, il coupait, il était capable d'arrêter la contre-attaque salvadorienne. Il était impliqué en avant, il était impliqué dans la construction de jeu. Défensivement, il retournait en retrait pour supporter la défense. Bref, en parlant de Baldissimo, il y a des tweets qui ont sorti comme quoi que Atiba Hutchison aurait recommandé à son club, Besiktas en Turquie, de regarder du côté de Baldissimo. Oui, s'il vous plaît. Absolument. Tellement. C'est drôle parce que même John Herdman, lors de sa conférence de presse, a mentionné Baldissimo comme étant un des futurs. Il a dit on est chanceux, il y a tellement de milieux de terrain qui tapent à la porte de l'équipe nationale. Il a parlé de Baldissimo et il a parlé aussi d'un autre joueur qui n'est pas présent dans aucune des deux listes, c'est Ralph Priso du côté de Toronto FC. Donc, juste un petit complément d'information. Ouais, puis aussi, il ne faut pas oublier le très bon travail de James Pantemis. Et il a été très bon, il a fait les arrêts qu'il devait faire. Il communiquait très bien avec ses défenseurs, quoique j'aurais pu me passer de quelques dribbles, des dribbles extra, mais sinon, on voit que sa défensive, la défense a confiance en lui. Bonne mention pour David Norman. Je trouvais un peu surprenant qu'on l'ait appelé. Il n'a presque pas joué avec l'Inter Miami, mais l'entraîneur de Cavalry, Wilden, il disait que c'est parce que Norman est capable de jouer à plusieurs positions. Puis moi, je l'ai toujours vu comme milieu central, mais il a prouvé qu'il peut jouer comme défenseur central et il s'est acquitté de sa tâche admirablement. Donc, Cornelius et lui font un excellent duo. Sinon, on a assisté au début de Mohamed Farsi, qui a été très dynamique en remplacement de Godinho. J'ai trouvé excellent, il a apporté beaucoup d'énergie, pas beaucoup de minutes, mais j'ai bien aimé que deux gars de la CPL ont été capables de fermer le match de façon professionnelle et compétente. Et ça prouve à quel point on vient de combler une lacune qu'on avait dans le passé. Ouais. On avait trop de joueurs qui jouaient. Après, t'es gentil, là. Mon Norman, on ne peut pas l'appeler un joueur de CPL. Hein. Il n'a même pas joué un seul match en CPL encore. Là.
Non, il a joué pour Pacifique, il était en prep. Pas l'année. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai, t'as raison. En 2019, il était en prêt pour Pacifique. Excuse-moi, t'as raison, j'ai rien dit, t'as complètement raison. Fait que c'est bon qu'on puisse avoir une certaine profondeur, puis on peut compter sur des gars qui jouent des premières minutes, car nos adversaires, ils font jouer des jeunes de leur ligue à la maison, euh, dans leur ligue domestique. Mais avant, je voulais juste te demander, qu'est-ce que tu penses? Euh, tiens, j'aimerais bien entendre ce que toi, tu as pensé du match, puis ta star et ton flop. Écoute, bon, match pour moi, écoute, je pense que si jamais on n'avait pas remporté le match contre le Salvador, je pense que déjà c'était cuit parce que c'est le match le plus important des trois, le plus simple des trois en fait, et c'était très important de remporter les 3 points. Après, est-ce que j'ai trouvé le Canada extraordinaire? Non. On a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus difficile. Euh, j'ai comme l'impression que le Canada, bon, est pas prêt physiquement, ça c'est sûr, ça se voit. Ils sont pas prêts physiquement. Pour un premier match de compétition, je trouvais que c'était quand même un match assez intéressant. Et j'ai été comme toi, j'ai bien aimé tous les joueurs que tu as nommés, surtout Baldissimo, impressionné par Norman en défense centrale, ainsi de suite. Mais bon, écoute, le joueur du match, tu peux pas passer à côté de Tajan Buchanan. C'est pas juste parce qu'il a marqué ses 2 buts, il était de tous les bons coups, il était là. Si vous allez voir le premier but, écoute, il est à côté, en haut de la surface. Il fait un passement de jambes. Il arrive à dépasser le défenseur du côté gauche. Puis après, il glisse le ballon sous les pieds du gardien. On ne peut pas dire qu'il était en 1 contre 1 contre le gardien parce qu'il était encore un peu excentré. Je trouve un peu qu'il y a une erreur de gardien quelque part. Mais c'est lui qui a eu le sang-froid nécessaire pour glisser ça sous les pieds du gardien. Quel joueur, quel match il a eu, Tajan Buchanan. C'était vraiment, vraiment cool. Du côté du flop du match, je ne sais pas si je vais te surprendre ou non. Il y a très peu de joueurs qui ont été mauvais dans ce match-là. Très, très peu. J'en vois 2, moi, qui ont été, je ne dis pas mauvais, mais moins bons. Il y a un qui, pour moi, a été mauvais et c'est Aiden Daniels. Pour moi, je ne vois pas son utilité dans cette équipe-là. Sur ce match-là, il n'a pas fait de différence, je trouve. J'aurais aimé voir un Ryan Raposo rentrer, ramener un peu de peps à cette équipe-là. Ce match de Aiden Daniels était quand même assez décevant. Je comprends pourquoi il joue en USL et qu'il ne joue pas en MLS. Il est loin du niveau de MLS. Très sincèrement, je ne pense même pas qu'il est du niveau CanPL ou il ne serait pas une star en CanPL. Peut-être qu'il est du niveau, il serait un joueur de rotation comme il est en USL, mais pas une star du tout. Pas du tout impressionné de la part de Aiden Daniels. Je sais qu'il a été remplacé à un moment donné, mais voilà, pas du tout intéressé. Quels sont toi ton top et ton flop avant qu'on passe au prochain match? Comme toi, mon top, c'est Tajan Buchanan. Quel joueur clinical, comme on dit, qui finit ses chances, rapide, physique, euh, très technique, très Ouais, technique. ouais. Très difficile il a donné beaucoup de difficultés à la défensive salvadorienne. Beaucoup de maturité, je trouve. Tu vois que c'est un gars qui est capable de faire un impact sur l'équipe senior. Ouais. C'est ce que je parlais avant, c'est balancer les deux sélections. Avoir assez d'armes pour faire des dégâts seniors, mais je suis capable de donner des joueurs en U23 pour avancer de ce côté-là. Puis tu vois que Buchanan, c'est presque trop facile. Mon flop, même chose. Aiden Daniel, j'ai pas vu, il n'a pas apporté grand-chose, il n'a pas généré grand-chose. Le travail a vraiment été fait par Baldissimo et Metcalf en liaison avec les attaquants. J'ai trouvé Daniels était pas vraiment Inutile. mémorable. Inutile. Inutile. Ouais. Inutile. Il a été remplacé par Ryan Arpozo. Bon, il n'a pas eu beaucoup de temps pour se mettre en valeur, Ryan Arpozo. Il faut dire aussi que le Canada était tellement fatigué en fin de match que il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé en fin de match. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. On sentait que ça tirait. Hein, ça tirait. C'est pour ça que Mauro Biello a fait quand même 5 changements durant ce match-là. Et on a vu que c'était difficile. C'était difficile pour le Canada. Ouais, comme tu l'as dit aussi, la forme. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas en forme de saison.
Ouais. Et ça a joué, surtout les équipes d'Amérique centrale, mais leurs ligues en ce moment, ça se déroule. Puis, Ouais, Bon, par contre, on va passer au prochain match. Puis là, on ne peut pas parler du fait que l'équipe nationale haïtienne était en forme parce que eux, leur ligue ne se joue pas présentement. Donc, eux aussi, ça fait plus de temps que les joueurs de MLS qui n'ont pas joué. Donc, l'excuse du côté de ils sont plus en forme que nous, elle n'existe pas. Ne pas oublier aussi que Haïti avait joué le premier match contre le Honduras avec juste 10 joueurs. Donc, il y avait 9 joueurs de champ et un gardien. Et le gardien, c'était même pas un gardien, c'était un joueur de champ parce qu'il n'y avait pas de gardien, il y a eu des problèmes à cause de la COVID, à cause des visas attribués. Et de plus, durant le match contre le Canada, Haïti se présentait avec juste 5 remplaçants sur le banc, dont aucun gardien. Donc, c'était quand même, on ne peut pas parler de forme parce que l'équipe qui était le moins en forme, c'était Haïti. Et le Canada n'a pas réussi à faire sauter le verrou du côté d'Haïti. La première mi-temps était à 100% pour le Canada. Le Canada dominé, s'est créé quelques occasions quand même dangereuses. La deuxième mi-temps, c'était une domination de la part de Haïti, même si le Canada a eu une grosse occasion par Balou Tabla qui a manqué. Balou Tabla, dans les 2 matchs, il a manqué une grosse occasion dans chacun des matchs. Mais si jamais tu regardes le match en tant que tel, Haïti méritait à 100% de remporter ce match-là. Je ne sais pas si je suis d'accord avec mon analyse, Alex, parce que je trouve que Haïti était tellement supérieur en seconde mi-temps qu'on aurait dû vraiment s'écrouler comme un château de cartes. Pour une raison que j'ignore, on a su tenir le score. Et je pense que, on va en parler un peu plus tard en nommant nos tops et nos flops. Je pense que ça revient à une seule personne, une seule et unique personne, le fait qu'on ait pu récolter le point du match nul. Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse, Alex, ou est-ce que tu penses que je suis allé un peu trop fort? non, je suis totalement d'accord. Si c'était pas pour Saint Pantemis, si je l'appelle Tellement. Saint parce que sérieusement, si c'était pas de Pantemis, on perdait ce match-là. Il a fait des arrêts. 3-0, minimum. Minimum, on Oh, aurait perdu absolument. 3-0, minimum. Absolument. C'était grâce à lui, puis c'était même pas une question de défenseur central ou la défensive qui tombait, mais c'était juste, on se faisait battre en contre-attaque. Puis tu voyais qu'on manquait de jambes en deuxième mi-temps, puis tu vois qu'Haïti, ils ont comme compris, ils ont fait oh, 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 OK. Puis eux, tu sais, je pense qu'ils avaient fait comme 7 changements. Fait que même si, tu sais, eux, ils étaient fresh legs, right? Ouais, ils étaient frais, mais aussi, on sentait qu'il y avait de très bons joueurs qui étaient là, qui étaient en forme. Mais il ne faut pas oublier aussi que un de leurs meilleurs défenseurs était suspendu parce qu'il avait eu un carton rouge contre le Honduras. Donc, écoute, tout allait du côté du Canada. Je pense que, oui, tu peux me dire qu'ils sont en forme, mais tu me parlais en Biello et Herdman, et même toi, tu mentionnais que, ouais, ils n'ont pas joué depuis longtemps. Haïti n'a pas joué depuis presque 1 an et demi. Mais tu sais, Haïti, ils ont le même style, puis on l'a vu en CONCACAF League. Ils ont fait le coup à Forge, ils nous ont fait le coup à la Gold Cup en 2019, puis là, ils nous refont le coup en ce moment. Haïti, c'est très bien comment jouer contre des équipes qu'elle sait plus fortes qu'elle. Puis, j'avais regardé le match entre les États-Unis et la République dominicaine. Puis les Dominicains ont essayé de jouer comme Haïti contre les Américains. Puis tout le monde va s'entendre, les Américains, c'est dur de dire que ce n'est pas les numéros 2 du tournoi. Ouais. Mais la différence entre les Dominicains et Haïti, c'est que les Dominicains, ils ont lâché après 60 minutes. Mais Puis, moi, je pense que c'est les États-Unis qui ont pressé sur le champignon à la 60e. Quand tu vois les changements du coach Jason Christ du côté des États-Unis, qui va faire entrer Georgi Mihailovic et Hassani Dodson en seconde mi-temps pour donner un push à l'équipe. L'équipe s'est transformée. Mihailovic a marqué un but, a donné 2 passes décisives. Hassani Dodson a marqué 2 buts. Donc, il est là oui, on peut dire que les Dominicains n'avaient pas la force physique peut-être d'y aller, mais d'un autre côté, Jason Christ a su remotiver ses troupes et faire les bons changements pour aller vers quelque chose de différent. Dans ce cas-là, est-ce que tu blâmes un peu Mauro Biello dans ses changements et dans sa gestion d'effectifs? Déjà, commençons par le 11 de départ. Je te laisse, on n'a pas parlé du 11 de départ face à Haïti. Parle-moi du 11 de départ et un peu des changements de Mauro Biello. Est-ce que tu aurais fait pareil ou est-ce que tu penses que il a manqué son coup dans ce match-là?
Ben, pour le 11 partant, Pantémis encore dans les buts. Une chance. Je ne sais pas ce que Bréza aurait fait, mais je suis content que c'était pas Pantémis. Défense centrale, Cornelius et Norman, ça va de soi. Tu ne vas pas risquer Montgomery. Je ne sais pas si c'était très, très sérieux, mais tu ne prends pas de risque. Puis, tu sais, à leur honneur, Cornelius et Norman, ils ont aussi sauvé le Canada à plusieurs reprises, beaucoup d'interceptions. Ils ont coupé beaucoup d'espace aux attaquants haïtiens quand ils le pouvaient. Godinho comme latéral gauche, j'aurais commencé Basson parce que, I don't know. C'est beau, c'est poétique. Tu veux donner la chance à Marcus Godinho d'exorciser ses démons et de se racheter contre Haïti, mais c'était pas le moment de faire ça. À droite, Zachary Broguillard, donc on parle très peu. Si on parle peu, dans le fond, si je parle pas vraiment de lui, bon, ben, il fait son travail. Mais Il pas pas, plus. pas plus, c'est ça. Un peu décevant. Michael Baldissimo, c'est pas le même, c'est pas le même Baldissimo que le premier match. Non, Défensivement, très impliqué. C'était le même, mais offensivement, porté en avant, créé des inexistant. occasions, c'était pas là du tout. Son compagnon Patrick Metcalf non plus. On ne sentait pas la même chimie qu'au premier match. Peut-être que le facteur fatigue qui est rentré en ligne de cause. Aiden Daniels, I mean, come on. Inutile. Je ne Ouais, sais pas ce qu'il faisait là. j'ai Puis, tu sais, aucune le point idée. que t'apportais les Américains, ils ont vu les Haïtiens jouer ce bloc défensif pour étanche, puis ils ont fait le changement. Mais Mauro Biello n'a pas fait le changement parce que tu as vu la différence quand Lucas Diaz est rentré pour Aiden Daniels. Ouais. C'était le jour et la nuit. Non, c'est Balou qui est rentré pour Eden Dye. Ah, Lucas Diaz est rentré à la fin du match. Ouais, je pense plus vers la fin du match, si je ne me trompe pas, Diaz qui est rentré. Mais je pense que ouais. c'était Balou qui était rentré pour Daniel, si je ne me trompe pas. Là. Mais je trouve que les changements sont arrivés trop tard. Puis Buchanan aurait dû être sorti plus tôt parce que tu voyais la frustration dans son visage. Ouais. Tout passait par lui. On était prévisible comme ça n'avait pas de sens. Brim, le changement ici, Brim qui jouait à l'aile, je trouve que c'était une meilleure position pour lui. Bon, il a été correct, mais je blâme beaucoup la stratégie qu'on a déployée ici. Puis, on n'avait pas pressé la défensive haïtienne comme il se fallait. On n'a pas fait ça, on l'a pas fait comme on l'avait fait avec le El Salvador. Et Theo Baird, pour un gars comme lui, son gabarit, c'est son potentiel et ses capacités techniques, je l'ai trouvé subpar, comme qu'on dit. Ouais. Il retenait pas le ballon. C'était toujours le jeu des longues balles, mais il n'était pas capable. Il manquait cette touche où est-ce qu'il pouvait contrôler le ballon et créer des occasions ou tirer. C'était amorphe, Ben, right? j'aime bien la stratégie derrière ce choix de Biello. Bear, c'est un peu l'attaquant beaucoup plus physique que Brim et qui aurait pu un peu occuper un peu la défense centrale de Haïti. On sait qu'Haïti, c'est des joueurs très costauds, extrêmement physiques et le nombre de fautes dans les 10 premières minutes, je pense qu'on est arrivé à 5 ou 6 fautes du côté haïtien dans les 10 premières minutes. Ils essayaient de faire bouger les Canadiens. Ils ont réussi. Le plan de match a complètement réussi du côté de Haïti. Mais je veux revenir un peu sur ce que tu as dit pour les changements. Je suis parti vérifier. Et oui, c'est Tabla qui est rentré pour Daniels à la 58e minute. Puis après, c'est Lucas Diaz qui est rentré à la 70e pour Theo Bair. Après, tu as Zoran Basson qui est rentré pour Zachary Bourguillard vers la 70e aussi. Et Raposo qui est rentré pour Brim vers la 79e. Je pense que les changements sont venus un peu trop tard. Ça aurait dû arriver plus tôt. On prenait l'eau et je pensais que Mauro Biello aurait pris les changements beaucoup plus tôt. Écoute, c'est quand même très décevant. D'un autre côté, il y a le point positif, c'est qu'on n'a pas perdu. Je pense que c'est le côté positif. Et le deuxième côté positif, et je pense que c'est le plus important dans tout ça, c'est que pour une raison que j'ignore, le Honduras a fait un match nul contre le Salvador juste après, de 1-1, ce qui est incompréhensible pour moi. J'étais sûr que le Honduras allait remporter ça par 3 ou 4 buts. Ça n'a pas été le cas. Donc, il faut à ce moment-là que le Canada, qui joue bientôt contre le Honduras, remporte ce match-là pour finir premier du groupe et jouer la moins bonne équipe de l'autre côté du terrain, de l'autre côté du groupe.
Sinon, ben, il va falloir au moins avoir un match nul. Même si une légère défaite pourrait aussi les faire passer, mais on ne veut pas perdre contre le Honduras, là, et ça suffit de perdre. Mais parlons un peu de ton flop et ton top dans ce match-là. Top, James Pantemis. Impossible, impossible. C'est comme CF Montréal, si vous écoutez, vous avez là votre gardien numéro 1. Ouais, mais ça, c'est ce que je veux depuis tellement longtemps, mais écoute, ça a l'air que Clément Diop passe devant, mais je ne comprends pas. Ouais, on veut pas un deuxième cas de Max Crépeau, où est-ce que vous allez... C'est ça qui va arriver, malheureusement, selon moi. Ouais. Parce et ton flop? Mon flop, c'est Aiden Daniels. Encore? Je sais pas ce qu'il fait là. Ouais, moi aussi, je comprends pas. I don't get it. Puis tu sais, tu me donneras ton flop. Tu peux me donner ton flop, mais après, tu sais, on pourrait parler de qui on aurait pu appeler à la place de Daniels. Ah ouais, ben il y a tellement de choix là, mais oui, mais je suis complètement d'accord avec toi, les deux choix. Pantemis, le top, le flop, Aiden Daniels. C'est méchant. Je sais que j'ai tendance à peut-être m'acharner sur Godinho, mais comme je le voyais, je l'ai pas nommé dans mes flops parce que même dans le deuxième match, il a été bon. C'est même lui qui a failli ouvrir le score dans le deuxième match face à Haïti. Et c'est une superbe claquette du côté haïtien, du gardien haïtien, Jérôme, qui a sauvé son équipe. Mais le seul joueur qui ne fait pas de sens à cette équipe-là, c'est Aiden Daniels. Il y a deux joueurs qui sont un peu bof-bof pour moi. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, on a parlé de Zachary Bourguillard, mais moi, je dis aussi Metcalf qui est un peu bof-bof. Mais je sens qu'il manque cette technique au milieu de terrain. Mais c'est quoi qui se passe? Pourquoi on n'a pas de joueurs techniques au milieu de terrain? On parle de la profondeur des joueurs qu'on a du côté du Canada et de Canada Soccer. Pourquoi on n'a personne qui est capable de faire des dribbles, d'être bon techniquement avec cette équipe-là? Tu vas me dire, ouais, c'est parce que les joueurs de Toronto n'étaient pas disponibles. Et je pense que si jamais les joueurs de Toronto étaient disponibles, qu'un joueur comme Noble Okello aurait pu être là, comme on a parlé de Ralph Priso, il aurait pu être là aussi. Ça, c'est des joueurs que je vois. Mais toi, qui tu aurais choisi à la place de Daniels si jamais, parce qu'on, comme on a dit, on ne voit pas son utilité ici? Il y a aussi Liam Fraser qui aurait pu être là. Ah oui, tellement là. C'est le jour et la nuit quand tu mets ce gars-là dans l'alignement. C'est sûr que pas avoir les joueurs du Toronto FC, ça fait très mal au milieu de terrain parce que c'était un de mes points d'interrogation. Sinon, tu n'as comme pas le choix de te tourner vers la CPL à quelque part. Puis, ils veulent pas, ils voulaient pas. J'ai trouvé ça étrange parce que Noah Verhoeven, il a joué U23. Puis c'est là qu'il a ouvert les yeux à tout le monde. Je vais toujours me rappeler d'un article dans Sportsnet. C'était le tournoi de Toulon. Noah Verhoeven, tu avais un journaliste de Sportsnet qui disait que ce gars-là ressemble à un gars qui est prêt pour un bon niveau en Amérique du Nord. Puis, en CPL, il est bon. I mean, no, tu sais, Aiden Daniels et Noah Verhoeven, pour moi, c'est Noah Verhoeven. Je vais essayer de bien le dire. Sinon, Tristan, tu n'as pas le choix de te demander qu'est-ce que ça aurait été avec Tristan Borges. Parce qu'il est capable de jouer là. Puis tu vois qu'un gars comme Borges, les choses qu'il aurait pu faire dans ce match-là, dans les deux matchs, l'énergie qu'il aurait pu amener, le dynamisme, la technique, ce gars-là, il faisait tout. Mais c'est ça, les arguments ne tiennent pas debout. Les arguments ne tiennent pas debout en disant, ouais, ben on a choisi plus des joueurs qui sont un peu plus faits, qui sont un peu plus en forme, comparativement à des joueurs qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ça ne tient pas debout parce que entre un gars de CanPL qui n'a pas joué depuis 4 mois et un gars qui n'a pas joué depuis 3 mois en MLS ou en USL, c'est quoi la différence en 3 et 4 mois, là? Viens pas me dire qu'il y a une énorme différence, là. Genre, je comprends pas. Donc, je sais pas, j'ai pas aimé ce côté-là. Je trouve qu'il manque un joueur technique au milieu de terrain du côté de Canada, des U23 Canada. Et c'est criant. C'est criant. Je pense que c'est le plus gros problème de cette équipe-là. Par contre, pour toi, est-ce qu'il y a eu un point tournant dans cette équipe-là, dans ce match-là entre Haïti et Canada? Pantemis qui nous sauve la vie. Je ne vais pas être original, mais je pense que je peux penser à 2 arrêts où est-ce que j'étais comme this is it. Il te sort l'arrêt de nulle part. Je fais oh my God. Il y a tellement de monde qui ont commencé à parler. Ouais, ben si Balou avait marqué, oui, mais Balou, genre le Canada, si jamais ils avaient marqué dans la deuxième mi-temps, ça aurait tellement été un hold-up. Ça aurait été un hold-up, mais genre
il ne méritait pas de gagner ce match-là, mais du tout. Et en fait, c'est drôle parce que tu vas voir les conférences de presse des deux, de Biello et du coach haïtien, parce que j'étais aux deux. Et Biello était là, écoute, il faut qu'on sorte le positif de ça. Au moins, on n'a pas perdu. On a eu le point du match nul. On va se concentrer sur le prochain match. Le coach haïtien, sa réponse, c'était on est déçu. Non, attends. Il a dit on est déçu. On n'est pas du tout satisfait, mais on va essayer de continuer de l'avant. Il n'est pas du tout satisfait. Pour eux, ils méritaient de gagner. Ils avaient complètement raison. Ils ont eu le numéro du Canada, de U23 Canada. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Ce match-là aurait dû être à Haïti 9 fois sur 10. Puis tu vois, ça fait 3 fois de suite qu'on tombe dans le panneau parce que Haïti, ils nous connaissent. Tu sais, c'est pas une question qu'Haïti est notre bête noire ou qu'ils sont... c'est notre bête noire. C'est notre bête noire. Ouais. Non, c'est parce que ça, c'est le même problème. C'est pas pour rien que John Herdman, il faisait l'éloge de Marcelo Flores. Il disait, oh, on a besoin de ce genre de joueur-là. Ou quand il disait Lucas Diaz, avoir un gars comme lui, c'est immense. C'est parce qu'il nous manque cette créativité, il nous manque cette vision de jeu, cette créativité, cette capacité de briser les blocs défensifs. Puis Haïti, ils ont compris. Ils ont compris, si on fait le gros bloc défensif et on leur rend ça impossible, ils vont s'épuiser puis on va les prendre en contre-attaque. Ça fait 3 fois de suite qu'ils nous font le coup parce que je compte le match entre Forge et Arcaea. C'est un match que Forge aurait dû gagner. Ouais. Arcaea a fait le même coup à Forge. Mais c'est toujours la même chose. Ils n'ont pas d'autre façon de jouer. Puis c'est leur façon de jouer. Puis à chaque fois, on s'y prend. Et tu le dis, mais arrivé à un moment, il faut quoi pour contourner cette façon de jouer-là? Ben écoute, mets les joueurs plus physiques sur le terrain. Tu as déjà commencé avec Kyobert. Je suis sûr qu'il y avait des joueurs plus physiques qui auraient pu être là. Déjà en partant, et je veux que tu me parles de ça, Alex. Est-ce qu'en partant, tu ne trouves pas que Mauro Biello a fait une erreur lorsqu'ils ont choisi leurs 23 joueurs, ou leurs 20 joueurs, je ne me rappelle plus combien il y en avait là, de ne pas choisir un défenseur central costaud, de ne pas choisir des milieux costauds, mais tu sais que tu vas te rencontrer à Haïti dans ton groupe. Tu le sais que tu vas avoir besoin du physique et de la technique. Ils sont où? Ouais, on est un peu poids-plume. Ça c'était une autre surprise. Je dois t'avouer que où est-ce que, tu vois, on est satisfait de la sélection senior, mais le U23, je pense qu'on en avait parlé, on avait des gros points d'interrogation. J'ai trouvé les choix vraiment étranges. Le monde qu'on a laissé à la maison ne faisait pas de sens. Puis, tu sais, battre Haïti, c'est pas nécessairement une question physique parce que tu as vu la différence avec Lucas Diaz quand il est rentré. Il a déplacé le bloc en entier. Le bloc était... Mais tu as besoin des deux. Tu as besoin du physique et de la technique. On avait la technique avec Lucas Diaz qui aurait dû débuter le match. Ouais. Parce que, bon, Charles-Andreas Briem, jusqu'à maintenant, il n'a pas montré grand-chose. Hein. Donc, peut-être mettre Diaz à la place de Briem, je pense que ça aurait fait plus de sens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, absolument. Diaz a créé plus d'occasions en 15 minutes que les autres l'ont fait tout le long du match. Que même Briem en 2 matchs. Ouais. Ben, c'est décevant, Briem. Puis, tu commences à voir pourquoi il n'a pas son temps de jeu. Puis, tu sais, I don't know. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Puis, c'était le moment pour lui de prouver qu'il mérite son temps de jeu. Puis, il est en plein milieu de saison. Puis, tu sais, pour te rejoindre où est-ce que tu disais, les raisons qu'on nous donnait pour le choix des joueurs étaient douteux. Tu sais, je vais encore revenir sur Tristan Borges. Oui, il ne joue pas avec le premier club, mais il s'entraîne avec le club. Tu sais, ce gars-là, il n'est pas chez lui à rien faire. Il se bat pour monter pour monter sur le banc. Ouais. Tu ne peux pas me dire que ce gars-là n'est pas en forme. Ouais. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est tu dois te demander qu'est-ce que David Choignard aurait pu apporter. Ouais, mais c'est ça. David Choignard, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter? Mais aussi, on a parlé de Tristan Borges, mais je pense que même avec l'équipe déjà ici présente, il y aurait pu avoir d'autres choses aussi qui se rapportent. Parlons un peu de 2 choses quand même assez intéressantes, enfin une chose assez intéressante par rapport à tout ça. Mauro Biello a utilisé tous les joueurs qu'il a sélectionnés présentement avec les U23, à part un seul, qui est Diaedine Abzi, qui n'a pas eu encore une seule minute de jeu. J'aimerais parler, dans le premier match, on a parlé de Farsi qui est rentré, qui a eu ses premières minutes. Je pense que Farsi aurait pu apporter beaucoup plus dans ce match-là aussi contre Haïti. Je pense que ça aurait été intéressant de le lancer aussi. Par contre, on a vu un Zoran Basson qui a été très bon aussi dans ce match-là. Quand il a rentré en tant que latéral gauche, il est rentré pour Zachary Bourguillard, il est parti à gauche, puis Godinho est parti à droite.
Il a fait 2-3 montées quand même assez intéressantes. On le voit que physiquement, c'est un gars qui tient la baraque. Pourquoi on n'a pas mis de Basson dès le début? Le gars, je sais pas, je comprends pas. J'ai C'est pas la compris. forme. Parce que avant que CF Montréal mette la main sur Basson, Basson avait il avait été relâché par son club en Belgique. Ouais, Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué. Fait que ouais. tu peux voir pourquoi on a fait jouer Godinho, puis on s'est dit, bon, ben, on va mettre Basson, on va donner des minutes plus tard. Mais pour revenir aussi à Farsi, Wilden Junior, j'oublie toujours son prénom. C'est Euh, Tommy Wilden Tommy, Jr. yeah. Ouais. Tommy Wilden Jr. de Cavalry, il a fait jouer Farsi comme il l'a fait jouer comme ailier. Fait que tu sais, je suis comme si en avant tu manques de vitesse, tu manques de dynamisme, tu manques de créativité, un gars comme Farsi aurait pu apporter quelque chose. Il est capable de jouer comme ailier. Ben, il est Alors, formé en tant qu'ailier à l'origine, là, puis après, il a été replacé. Un peu comme Abzi, aussi, qui est formé en tant qu'ailier, puis qui a été ramené en latéral gauche. Donc, mais, mais mais bon. tu sais, les outils sont là. Fait que moi, je suis comme, est-ce que c'est quoi? C'est parce que tu as comme ton idée préconçue de la CPL. Ouais. Est-ce que tu peux pas m'arriver avec l'argument, ouais, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Ouais, mais les gars Aucune idée. d'MLS non plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Aucune idée, très Ah, sincèrement. non, non. On va voir un peu, on va clôturer un peu ce podcast, mais je veux juste parler un peu du dernier match d'équipe Canada U23 contre le Honduras qui va se jouer le 25. Donc, on est aujourd'hui le 23, donc dans 2 jours, qui serait le jeudi. Euh, un gros match pour l'équipe Canada. En premier, c'est sûr que ce serait important de gagner pour finir premier du groupe. C'est important. Par contre, un match nul nous qualifierait aussi à 100%. En cas de défaite, et ce qui est quand même possible parce qu'on sait qu'on perd très souvent contre le Honduras, il y a des possibilités de se voir rattrapé par le Salvador ou bien Haïti, dépendamment des scores ailleurs. Donc, il va falloir faire attention. Est-ce que tu penses qu'on va voir de nouveau Mauro Biello être frileux et jouer défensivement face à Honduras? Je pense pas parce que le Honduras a un style de jeu similaire au Salvador. Je pense que le style de jeu du Honduras joue mieux, joue dans les mains de la façon que le Canada veut jouer. Je pense que dans notre sélection, on n'a pas choisi les bons joueurs pour faire face à des blocs défensifs physiques comme Haïti. On n'est pas bâti pour ça, mais on a vu que contre le Salvador, ça marche. C'est juste qu'il va falloir être en forme, il va falloir que la forme soit là, il faut que la chimie soit là. J'espère qu'on va avoir appris des 2 premiers matchs, puis on va choisir de meilleurs joueurs. Mais je pense que le Honduras, c'est un match qui est prenable. Surtout, j'ai vu quelques minutes de ce qui est arrivé entre le Salvador et le Honduras. Euh, Tu vois que le Canada, ils sont pas déclassés par le Honduras. C'est un match qui est très prenable. Ça rentre dans leur philosophie de jeu de pouvoir d'avancer, de progresser le ballon et de punir l'adversaire sur la contre-attaque. Et tu sais que le Honduras va pas jouer le jeu défensif, le bloc défensif que le Canada a beaucoup de difficultés à briser. Euh, donc, moi, je pense que c'est prenable. Je sais pas, moi j'ai peur, très sincèrement, j'ai peur à revoir de nouveau Haïti nous passer devant, très sincèrement. Je pense que ce serait un gros échec pour Mauro Biello et pour toute l'équipe de ne pas se qualifier au prochain tour. Ce serait aussi un échec, je pense, de ne pas finir en première place. Je pense pas que l'objectif c'est de se qualifier aux Jeux Olympiques, même si c'est sûr on veut ça, mais on sait qu'en face on a le Mexique et les États-Unis et ça va être très difficile de gagner cette demi-finale. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir du soccer canadien pendant toute la semaine, un truc de fou furieux. Je vous conseille d'aller vous abonner à One Soccer parce que ça vaut la peine de suivre ces matchs-là. En premier, le 25 mars, libérez toute votre après-midi et toute votre soirée parce que ça va être très important de libérer parce qu'à 8 heures, le 25 mars, pardon, à 6 heures, ou à 8 heures. Non, à 6 heures, je pense que c'est Canada, île Bermude, les Bermudes. Je pense que c'est à 6 heures, si je ne me trompe pas. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Et à 8 heures, le Honduras contre le Canada. Donc, 2 matchs extrêmement importants pour l'équipe U23 et l'équipe du Canada.
Ça va être très, 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 très difficile. Excuse-moi, je me suis trompé dans les heures. C'est à 8h, Canada-Bermude, et à 10h, Honduras-Canada U23. Donc, 10h le soir, heure du Québec, Honduras-Canada, et 8h le soir, heure du Québec, Canada-Bermude, les équipes A. Juste après, on va avoir l'équipe nationale canadienne qui va jouer, l'équipe nationale A, qui va jouer le dimanche 28 à 3h, heure du Québec, aux îles Caïmans, enfin, contre les îles Caïmans. Ça va être les 2 matchs de l'équipe senior, tandis qu'au cas où on se qualifie aux demi-finales, ça va se jouer toujours aussi le même jour, le 28 mars. Ça se jouera soit à 4h, soit à 7h, dépendamment de la position. Soit à 6h, soit à 21h, dépendamment de la position du Canada lors de son groupe B. Donc, ça va être intéressant. Jeudi, dimanche, c'est ça. Soyez à l'affût parce que c'est très possible qu'on se retrouve à avoir 2 matchs. Le match de la sélection olympique et le dernier match les matchs de l'équipe nationale masculine A. Alex, est-ce que tu vas être devant ton écran les 4 matchs? Avec du popcorn et peut-être un bourbon, un bon bourbon. Alors, Excellent. C'est sûr que nous, de notre côté, CS à l'érable, si jamais par miracle, ou on va dire miracle, on va l'espérer, mais si jamais le Canada se qualifie pour la finale du tournoi olympique, ça va se jouer mardi soir, cette finale du tournoi olympique. C'est sûr que CS à l'érable sera juste enregistré le lendemain parce qu'on voudra vous parler de cette finale-là, en plus de vous parler des demi-finales et en plus de vous parler du dernier match. Bref, on va vous parler de tout en une fois et des matchs de l'équipe A. Donc, ça va être un gros épisode, peut-être un épisode spécial assez important. Donc, voilà pour CS à l'érable aujourd'hui. Alex, je veux te remercier d'avoir pris le temps. On a eu un long épisode, toi et moi. Je pense qu'on n'a plus de voix, ni toi et moi, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir comme d'habitude. Et regarde, on a la feuille d'érable tatouée sur le cœur, et fait qu'il faut suivre tous les matchs et informer nos auditeurs de tout ce qui se passe et donner nos opinions. Exactement. On est là pour vous informer de tout ce qui se passe avec les équipes nationales, que ce soit lors des conférences de presse, que ce soit durant les matchs, en analyse et ainsi de suite. Et bien évidemment, on sera là pendant tout ce temps-là, des matchs très alléchants pour Équipe Canada dans les prochains jours. Nous, on va vous dire bonne soirée ou bonne journée, dépendamment de quand vous nous écoutez, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CSLR.